Bonjour à tous et à toutes. Il nous fait grand plaisir de vous accueillir à la première séance du cycle de conférences en ligne Mémoire de papier pour l'année 2021. Cette série de conférences vise à mettre en lumière quelques-uns des documents conservés à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et pour amorcer cette série, nous avons l'honneur d'accueillir dans les locaux de la Bibliothèque nationale, dans le quartier Rosemont, une figure éminente du monde des archives et de l'histoire de Montréal, Mario Robert. Mario Robert a été archiviste d'abord à la CSN, puis ensuite à la section des archives de la Ville de Montréal, où il occupe le poste de chef de 2008 à 2020. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages sur l'histoire de Montréal, notamment le dernier en liste, Traces de l'histoire de Montréal, coécrit avec Paul-André Linteau et Serge Joyal. Et depuis janvier 2020, il est le président de la Société historique de Montréal. Aujourd'hui, il nous présente une conférence intitulée « Écrits et archives » de Jacques Vigée. Avant de lui laisser la parole, je vous informe qu'il vous sera possible de poser vos questions via la boîte de discussion. Et donc, Mario Robert pourra répondre aux questions à la toute fin de sa présentation. Alors, Mario, à toi le micro. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à BANQ de me permettre de vous présenter cette conférence dans le cadre du Festival d'histoire de Montréal qui débutait aujourd'hui et qui se termine et qui se tient jusqu'à dimanche le 16 juin prochain. Alors aujourd'hui, ce sont les écrits et les archives de Jacques Vigée qui nous intéressent. Alors si on veut bien mettre la présentation. Alors, Jacques Vigée est surtout connu comme premier maire de Montréal et président fondateur de la Société historique de Montréal. Mais il est beaucoup plus que ça. Oui. Et depuis 30 ans, Vigée est présent partout dans mon parcours, d'abord comme archiviste à la Ville de Montréal et depuis janvier 2020, comme l'a souligné Jean-François, comme président de la Société historique de Montréal. Mais qui est vraiment Jacques Vigée? René Blanchette et Léo Baudouin, dans la biographie qu'ils lui ont consacrée, publiée en 2009 aux éditions VLB, éditeur, disent de lui qu'il est, et je cite, « une personnalité d'une curiosité insatiable et d'une grande diversité de talents ». Alors, comme on peut le voir, il est journaliste au Journal Le Canadien, capitaine des Voltigeurs canadiens, inspecteur des chemins, ruelles, rues et ponts de Montréal, commissaire du recensement dans le comté de Montréal, lieutenant-colonel du 3e bataillon de Ville de Montréal, maire de Montréal, préside le premier banquet de la Société Saint-Jean-Baptiste, commissaire chargé d'enquêter sur les pertes subies lors des rébellions de 1837-38, commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, président de l'Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal, président fondateur de la Société historique de Montréal, propriétaire foncier, collectionneur, auteur, archiviste et historien. Jacques Vigée est né à Montréal le 7 mai 1787. Il est le fils de Jacques Vigée et d'Amarante Prévost. Son père, un artisan à l'origine, est propriétaire foncier. Il est élu député du comté de Kent, qui est devenu Chambly, qui couvre la rive sud de Montréal jusqu'à Chambly, en 1796. Malheureusement, Vigée, le père, meurt 2 ans plus tard à l'âge de 62 ans. Sa mère, Amarante Prévost, a donné naissance à 14 enfants, dont seul le dernier, Jacques, qu'elle a à 45 ans, survit. Comme vous le voyez dans le tableau généalogique tiré du dernier numéro de la revue Nouvelle-France, dont je remercie les éditeurs, le prénom Jacques se transmet d'une génération à l'autre. D'ailleurs, le père de Jacques Vigée le donnera à 5 garçons auparavant. Il voulait absolument s'assurer qu'il soit perpétué, ce prénom. Le parrain de Jacques Vigée est un ami de son père, le notaire et député Joseph Papineau, père de Louis-Joseph. Vigée va le considérer comme son oncle. Vous voyez à gauche Joseph et Louis-Joseph Papineau à droite. Dans plusieurs ouvrages et textes, on apprend que Vigée appartient, et je cite, au puissant réseau familial ou clan des Vigée, Papineau, Lartigue et Chérier.
Il est effectivement dans ce cercle. Or, il n'est pas véritablement le cousin de Louis-Joseph Papineau ou de Monseigneur Jean-Jacques Lartigue, le premier évêque de Montréal, dont les mères sont les sœurs Rosalie et Marie-Charlotte Chéry. Par contre, il est le cousin germain de Louis-Michel Vigée, que vous voyez ici à gauche, avocat et l'un des fondateurs de la Banque du Peuple en 1835, et de Denis-Benjamin Vigée, avocat, journaliste et homme politique. Ce sont ces deux-là qui sont les véritables cousins de Jacques Vigée, de Louis-Joseph Papineau, pardon. La mère de Louis-Michel est Agnès Papineau, sœur de Joseph, donc tante de Louis-Joseph, alors que Denis-Benjamin, la mère de Denis-Benjamin, est Charlotte Perrine Chérier, sœur des mères de Louis-Joseph et de Monseigneur Lartigue. Les trois cousins Vigée ont chacun un qualificatif. Louis-Michel est le beau Vigée, Denis-Benjamin est Vigée au grand nez et Jacques est Vigée le laid. Dans ses mémoires, Amédée Papineau, celui par qui les qualificatifs des cousins Vigée nous sont connus, dit de Jacques Vigée, et je cite, « C'est l'homme le plus laid, le plus excentrique, le plus aimable et gai que j'ai connu. Il avait de gros yeux sortant de la tête. » Le 17 novembre 1808, alors qu'il n'a que 21 ans, Jacques Vigée épouse Marie-Marguerite de la Corne, veuve du major Lennox. Elle est âgée de 33 ans et a 4 enfants. René Blanchette et Léo Baudouin consacrent un chapitre entier à cette femme exceptionnelle qui fut sa conseillère politique et qui fut aussi femme de lettres. Marie-Marguerite est issue de deux grandes familles de la noblesse canadienne, les Lacorne et les Boucher de Boucherville. L'ouvrage contient d'ailleurs, l'ouvrage de Baudouin et de Blanchette, d'ailleurs la correspondance que les deux époux ont échangée entre 1808 et 1813. Le couple a eu 2 filles et un garçon mort malheureusement en bas âge, né entre 1810 et 1814. D'ailleurs, en 1812 et 1813, Vigée fait partie des voltigeurs canadiens qui combattent l'armée américaine. Dans le fond, Jacques Vigée, qui fait partie des fonds de la Société historique des Sociétés historiques de Montréal, qui se retrouve aux archives de la Ville de Montréal, on retrouve le livre de comptes des voltigeurs canadiens, dont on voit l'extrait consacré au capitaine Vigée. En 1819 a lieu le décès de Marie-Marguerite Boucher de Boucherville, mère de Marie-Marguerite Lacorne, épouse de Vigée, et la fille unique, dont en voici l'annonce, une pièce que l'on en retrouve dans le fonds Famille Vigée, qui se retrouve à BANQ Vieux-Montréal. On en arrive maintenant à un écrit et archive majeur de la carrière de Jacques Vigée, le recensement du comté de Montréal de 1825, dont on voit ici la carte de Montréal de John Adams, réalisée la même année. C'est le premier recensement du 19e siècle et c'est Jacques Vigée qui est choisi pour être le commissaire de l'île et comté de Montréal. Quoi de plus normal, car il est, depuis 1813, l'inspecteur des chemins, rues, ruelles et ponts de la cité et paroisse de Montréal. Sa connaissance de Montréal et sa curiosité intellectuelle en font un choix évident. Il choisit comme co-commissaire le notaire Louis Guy. Tous deux sont officiers de milice et ont servi durant la guerre de 1812. On voit ici, à gauche, la page titre du recensement disponible dans BANQ numérique et à droite, une partie des secteurs de recensement. Par exemple, ce qui appartient à la Cité de Montréal avec ses faubourgs, les plusieurs faubourgs, la Pointe-à-Calière et la ville en tant que telle. Et aussi la paroisse de Montréal, donc des différents lieux qui appartiennent à la paroisse de Montréal, qu'on appelle le district des campagnes. On parle de Pointe-Saint-Charles, de l'île Saint-Paul, du quartier Saint-Joseph, de Saint-Henri ou du coteau Saint-Pierre. Pour montrer le résultat officiel du ils ont pris 3 mois pour recenser les secteurs de l'île de la fin juin à la fin septembre 1825. Outre les questions prévues à la loi, ils vont en ajouter de supplémentaires, ce qui va permettre à Vigée de créer des tableaux statistiques dont nous verrons un exemple dans une prochaine diapo. Dans cette diapo qu'on voit ici à l'écran, on voit les autres secteurs de la paroisse de Montréal et
comme Saint-Michel, les tanneries à Bel-Air, donc le plateau aujourd'hui, ainsi que les paroisses qui existaient à l'époque sur l'île de Montréal, de Longue-Pointe à la Chine, paroisses créées sous le régime français. Pour montrer le résultat officiel du recensement, j'ai choisi la paroisse de Longue-Pointe et mon arrière-arrière-grand-père paternel, Jacques Robert, dont vous voyez le nom au numéro 29 encadré en rouge, dont le prénom s'est aussi perpétué dans la famille jusqu'à mon père. Alors, la maison, on le voit, abrite 5 personnes. 2 personnes en dessous de 6 ans, un homme marié entre 25 et 45 ans, un homme non marié de plus de 60 ans, probablement un veuf, une femme en dessous de 14 ans et une femme mariée entre 14 et 45 ans. À la fin de chacune des sections du recensement, on retrouve les fameux tableaux statistiques concoctés par Vigée. Toujours, on voit ici Longue-Pointe dans ce premier exemple où on le voit surtout les informations officielles du recensement. Mais on voit aussi les tableaux statistiques sur la religion, les lieux de naissance, les célibataires, la longévité ou les membres de la milice. Et voici justement les métiers et professions par ordre alphabétique, comme ici dans le cas du Faubourg Québec, et comme dans cet extrait à partir du mot hôtelier. Donc, c'est en ordre alphabétique. Donc, on voit tous les métiers et professions qui existent avec le nombre de personnes dans le Faubourg Québec qui font ce métier ou cette profession. Alors, les nouvelles de questions de Vigée et de Guy ont entraîné très peu de refus de la part des habitants. C'était des questions qui n'étaient pas prévues dans le recensement comme tel. Dans un article de 1976, les historiens Paul-André Linteau et Jean-Claude Robert ont consacré à ce recensement. Les auteurs vont intégrer un extrait d'une lettre de Vigée à ce propos, que voici. Et je cite Vigée. « Nous n'avons éprouvé que 3 refus à ces questions non autorisées, auxquelles, au reste, il nous a été facile de suppléer par les voisins, même des récalcitrants, et une seule femme, assez singulièrement pour le fait nommé la douceur, nous a fait l'injure assez risible de nous menacer de son balai. » Comme le soulignent Linteau et Robert, ce recensement a donné naissance à plusieurs générations de documents. Il y a tout d'abord les cahiers de compilation, dont certains ont été conservés et qui font partie du fonds Jacques Vigée de la Société historique, conservé aux Archives de Montréal, dont on voit ici un exemple, soit les premières maisons recensées du Faubourg Québec le 4 août 1825. Ces cahiers de compilation, en 2 versions différentes, ont été suivis du livre de dépouillement qui, lui, se trouve au Musée de la Civilisation dans le fonds Vigée-Verreau. Ensuite viennent la version officielle, donc cahier de compilation, livre de dépouillement et version officielle. Alors, dans ce cas-ci, on voit les résultats des informations de la diapositive précédente. Vigée et Guy vont faire 4 copies officielles du document. Une est conservée à Bibliothèque et Archives Canada et une autre chez les Sulpiciens, dont les archives sont malheureusement fermées depuis août dernier, avec le licenciement des archivistes et de tout le personnel en patrimoine. Tous les exemplaires ne contiennent pas les tableaux de Vigée. Seul le 5e exemplaire, l'exemplaire privé de Jacques Vigée, va contenir ces tableaux statistiques que l'on retrouve à la fin de chacune des divisions ou des paroisses de recensement. Le parcours de cet exemplaire, la 5e copie, est assez particulier. Conservé après la mort de Vigée par la Société historique de Montréal, il y était toujours en 1940, alors qu'Agésius Fauteux était le président. Il aurait été emprunté, entre guillemets, à la fin des années 60 ou au tout début des années 70, mais jamais retourné. D'ailleurs, Linteau et Robert mentionnent qu'il n'y est plus en 1972 et que personne en 1976 ne sait ce qu'il est advenu du manuscrit original. Ils auront accès qu'à un exemplaire photocopié. Il réapparaîtra plutôt en l'an 2000 dans un encan où il est racheté et déposé heureusement à BANQ Vieux-Montréal. On voit ici, tiré du cahier de compilation, les notes de Vigée sur sa propre famille. L'âge de Jacques Vigée, son épouse, 49 ans,
un garçon, 23 ans, 3 filles, les demoiselles Lennox, 24, 26, 27 ans, un domestique et 2 servantes de 14 et 18 ans. Cet extrait, pas loin justement dans le même cahier de compilation qui concerne la ville, le quartier de Montréal, on voit le site de la congrégation Notre-Dame de Montréal, le numéro 593. On y voit ici quelques informations supplémentaires telles que le prix de la pension des écolières dans le bas de la deuxième document. Donc, le prix de la pension avec l'instruction est de 7 livres et 10 sols et 10 et 12 minots de blé par an. Donc, ce sont des informations personnelles qui ne se retrouvent pas dans le recensement officiel, mais bien dans le recensement de Vigée et dans ses cahiers qu'il utilisait quand il passait d'une maison à l'autre. Voici celle de la prison de Montréal, dont une partie se retrouvait sur le site actuel de la place Vauquelin et sous le Vieux Palais qui sert aujourd'hui d'hôtel de ville temporaire de Montréal. On voit qu'il y a 93 prisonniers, dont une fille de 18 ans. Ces 3 extraits des cahiers de compilation sont rapportés sur le tableau officiel du recensement, que j'ai souligné en rouge. On voit Vigée, on voit que les informations, on connaît les âges des personnes, ce que les liens d'âge sont à peu près variables, donc c'est des différences d'âge entre 14 et 25, entre 30 et 45, etc. Donc, le recensement, et on voit ici, par exemple, pour la prison, on voit justement qu'il y a une seule femme entre probablement 14 et 45 ans. Mais dans le cahier de compilation, on voit très bien que c'est une jeune fille de 18 ans. Selon le recensement de l'ensemble du Bas-Canada a été abondamment critiqué pour ses erreurs et ses lacunes, sauf pour l'île de Montréal. La qualité du travail de Vigée et Guy ayant même été soulignée par les députés de la Chambre d'Assemblée. Selon Linteau et Robert, Jacques Vigée peut être considéré comme le premier statisticien québécois. Cette archive que possède BANQ a été classée Patrimoine culturel du Québec en 2014. Entrons maintenant dans la décennie 1830, celle des tensions et des rébellions. Mais commençons de façon plutôt légère avec une lettre de Vigée à son voisin et nouveau papa, Louis-Joseph Papineau, en janvier 1832. N'oublions pas que Jacques Vigée demeure en face de la famille Papineau sur la rue Bonsecours, maison de Papineau qui existe toujours, contrairement à celle de Vigée, rue Bonsecours. Donc, Vigée est le parrain de Charles-Léonide Ernest Papineau, né le 4 janvier. Cette lettre nous montre un trait important de Vigée, son sens de l'humour. En effet, lorsqu'il retranscrit l'acte de baptême, c'est le 2e paragraphe, il se permet d'ajouter un compliment à Julie Papineau en mentionnant que le nouveau-né est né du légitime mariage de Papineau et de Julie Bruneau, et je cite, « la jolie moitié », et en parenthèse, ce n'est pas dans le registre cela. Et Vigée signe « votre ami et voisin » et non cousin, comme il l'écrit à son véritable cousin Denis Benjamin Papineau. En ce qui concerne le filleul, Ernest Papineau, il décédera malheureusement 2 ans plus tard. Quelques mois après, en mai, un événement tragique se produit à Montréal. Lors d'une élection partielle dans le quartier ouest de Montréal, entre Daniel Tracy, favorable aux Patriotes, et Stanley Bagg, des affrontements ont lieu et 3 Canadiens sont tués par les militaires britanniques. Vigée en fait un plan en français et en anglais, dont on voit ici une copie de la version anglaise, qui se retrouve justement ici à BANQ, Rosemont, la Petite Patrie. Le manuscrit original, en français, se trouve quant à lui au Musée de la Civilisation dans la collection Cartes et Plans du Fonds du Séminaire de Québec. En juin 1833, Vigée devient le premier maire de Montréal élu par les échevins. Alors, on le voit ici, M. Rodier fait mention, secondé par M. Nelson. On parle de Charles-Séraphin Rodier, qui sera maire de Montréal plus tard, et de Robert Nelson, qui est conseiller municipal et qui sera à la tête de la rébellion de 1838. Donc, Rodier fait la motion, secondée par M. Nelson, qu'il soit de suite procédé à la nomination du maire de cette cité, sur quoi M. Jacques Vigée a été élu unanimement. Et c'était Vigée qui était le secrétaire de l'Assemblée du Conseil, donc Vigée signe
comme secrétaire de l'Assemblée du Conseil. Et ensuite, il est indiqué, Monsieur le maire a pris le fauteuil et l'aventure de l'administration municipale commence à ce moment-là, le 5 juin 1833. Vigée est un partisan de Papineau et un nationaliste modéré. Il est l'auteur de la devise de Montréal, Concordia Salus, le salut par la Concorde, et aussi des armoiries. Il ne prendra pas part aux rébellions de 1837-1838, ce qui lui vaudra d'être critiqué par Papineau, son épouse Julie et son fils Amédée. Sa mairie va durer jusqu'en 1836, au moment où la Charte de Montréal n'est pas renouvelée. En 1834, Vigée doit faire face à une importante crise sanitaire. En tant que maire, le choléra. Une seconde vague après celle de 1832. En tant que maire, le voici qu'il fait rapport de la situation des inhumations dans les cimetières catholiques et protestants de la ville. Le 19 juillet, son filleul Charles-Léonide Ernest meurt et est inhumé le 20. Il fait probablement partie des enfants inhumés cette journée-là. Il y a 6 enfants, si vous voyez dans le bas, deuxième semaine, le 20 juillet, qui sont inhumés dans les cimetières. Le registre de la paroisse Notre-Dame mentionne que 9 inhumations ont eu lieu cette journée, dont 2 enfants. Toutefois, aucune mention dans les registres de Notre-Dame du choléra, mais on pourrait en faire l'hypothèse que le filleul de Vigée aurait pu être décédé du choléra. La correspondance de Julie et Louis-Joseph Papineau le mentionne peut-être, mais je ne l'ai pas consulté pour cette présentation. Comme on le voit, c'était le 27e et dernier bulletin sanitaire produit par Vigée et daté du 1er septembre 1834. Nous avons ici des versions en anglais, mais il est assuré qu'il existe, ou il a existé, une version en français de ces bulletins-là. Donc, c'était la 7e semaine de pandémie, la semaine du 1er septembre 1834. J'ai auparavant fait référence brièvement à un des traits importants du caractère de Vigée, son sens de l'humour et sa répartie. Lorsqu'on regarde les images de Vigée, souvent à la fin de sa vie, on voit un homme à l'air sérieux, voire triste, que l'on sait très religieux. Toutefois, bien que très religieux, il était reconnu pour ses plaisanteries, anecdotes et calembours. On voit bien ici son humour caustique aux dépens du gouverneur Gosford. Et je cite, et je vais traduire aussi, « Lord Gosford n'a pas inventé la poudre, on l'endort assez aisément. Je fais tourner Lord Gosford comme je le veux. » On le voit, c'était donc avant l'invention du bouton à 4 trous, inventé plus tard dans le siècle par l'ingénieur et industriel français Alexandre Massé. Revenons maintenant en arrière pour parler de son travail d'inspecteur des chemins, rues, ruelles et ponts de Montréal entre 1813 et 1840. Je cite Jean-Claude Robert dans la biographie qui est consacrée à Vigée dans le Dictionnaire biographique du Canada. Voici ce que dit Jean-Claude Robert. Vigée prépare des procès-verbaux, régularise des voies, fait reprendre certains alignements et exécuter des travaux de drainage, d'aplanissement et de pavage. Il achète des pierres, passe des marchés de construction et signe divers contrats de fourniture. Il s'occupe également de l'application des règlements de police. Comme le dit toujours Jean-Claude Robert, il fait, et je cite, une certaine forme de planification urbaine rudimentaire. C'est ce qu'il fait ici avec un plan du secteur arasé de l'ancienne citadelle de Montréal que l'on retrouve justement dans les archives du séminaire de Québec. Citadelle que l'on voit ici, extraite de l'album de Jacques Vigée, Souvenirs canadiens conservés aux archives de Montréal. Alors, ce secteur, c'est toute la partie est, située à l'est de la rue Bonsecours et qui couvre la rue Notre-Dame. Les rapports manuscrits pour l'ouverture, le redressement des chemins et la construction de ponts au-dessus des cours d'eau de la ville entre 1814 et 1839 se retrouvent à BANQ Vieux-Montréal. Voici un exemple concernant le chemin Papineau en 1839, chemin qui porta aussi le nom de Victoria après la Rébellion et qui redevient Papineau en 1844.
On y voit ici la signature de Vigée comme étant inspecteur des chemins, donc c'est une copie, et Vigée signe sa copie, sa signature ou son autographe, les autographes étant très populaires et Vigée étant lui-même friand d'autographes de personnalités célèbres au 19e siècle. Après avoir été remplacé en 1840 comme inspecteur des chemins par l'architecte et arpenteur John Austell, architecte du Vieux Palais, de l'église Notre-Dame-de-Grâce et des clochers de la basilique Notre-Dame, entre autres, Vigée publie son ouvrage intitulé « Rapport sur les chemins, rues, ruelles et ponts de la cité et paroisse de Montréal ». Avril et mai 1840 avec note. C'est en fait son bilan en tant qu'inspecteur et les travaux à réaliser dans l'avenir. Donc, la prospective pour les travaux à faire pour la Ville de Montréal. Le plan fait par Vigée en 1821, vu précédemment du secteur de la Citadelle, prévoyait à l'est une place publique, la place d'Alousie, vers l'est. Mais en plus, et on le voit dans le point 15, il prévoyait y faire déplacer la colonne Nelson. Durant la décennie 1990, le maire Pierre Bourque a jonglé aussi avec l'idée que le monument soit déménagé près de l'avenue Trafalgar et du chemin de la Côte-des-Neiges, secteur aux portes de Westmount, où l'on retrouve l'édifice Trafalgar. Le plan et le rapport sont à BANQ, mais les plans de l'aménagement, en plusieurs versions, se retrouvent au Musée de la civilisation dans le fond du Séminaire de Québec. Dans cette version, on voit la colonne Nelson était installée au centre complètement d'un bassin et d'un parterre. Donc, et qui donnerait justement, ce serait le centre de cette place publique-là, qui s'appellerait la place d'Alousie. Une place qui ne s'est jamais réalisée. Dans cette partie de son rapport, qui se trouve ici, à BANQ Rosemont-la-Petite-Patrie, Vigée fait référence aux cours d'eau dont certains doivent être nettoyés à tous les ans. Donc, on voit ces fameux cours d'eau de Montréal qui ont été enfouis au 19e siècle et au 20e siècle pour être maintenant faire partie des égouts montréalais. Vigée conclut son rapport en indiquant que les nombreux travaux à faire ne peuvent justement se faire, et je cite, ça va sûrement vous rappeler quelque chose, « Ils ne peuvent se faire sans un accroissement considérable des revenus de la Ville ou sans une aide spéciale de la province à même les argents publics. » À partir de la décennie 1830, Vigée se consacre presque entièrement à la recherche. Il a alors dépassé la cinquantaine. Marguerite Lacorne, son épouse, celle qui le conseillait, l'appuyait dans ses recherches et participait aux travaux de compilation d'informations. Marguerite meurt en 1845 à l'âge de 70 ans. En 1850, Vigée publie « Archéologie religieuse du diocèse de Montréal » chez Lovells, où l'on retrouve des informations générales et historiques sur 10 paroisses, telles que Rigaud, Saint-André d'Argenteuil, Chambly ou Saint-Vincent-de-Paul sur l'île Jésus. 1854 est une année importante pour lui avec la production, avec l'artiste James Duncan, de l'album historique et illustré des communautés religieuses du Canada. Cet album, manuscrit, conservé aux archives de la Ville de Montréal, a donné lieu à une revue de presse imprimée par Lovells la même année et conservée ici à BANQ, Rosemont-la-Petite-Patrie, dans la collection nationale, plutôt à la Grande Bibliothèque, cet exemplaire. Mais revenons à l'original. Ce précis historique comprend un manuscrit de la main de Jacques Vigée et des aquarelles de James Duncan. Il a été réalisé pour être remis à Monseigneur Cajetan Bedini, nonce apostolique de Pie IX au Brésil, venu en visite au Canada en 1853. Selon Jules Bazin, ancien directeur de la bibliothèque municipale, dans un article sur l'album dans un numéro de Vie des Arts en 1959, ce serait Monseigneur Bourget qui aurait apporté l'album à Monseigneur Bedini à Rome en 1854. Évidemment, Vigée s'était fait faire un second exemplaire pour lui, et c'est celui qui existe toujours, auquel, comme à son habitude, il a fait ajouter 2 communautés, les Dames de Lorette
et les filles de Saint-Joseph, toutes deux communautés religieuses étant établies à Toronto. On ne sait pas, de toute façon, qu'est-ce qu'il est devenu de l'exemplaire de Monseigneur Bedini. Voici donc une des aquarelles de Duncan consacrée à la congrégation Notre-Dame. Dans le manuscrit, on voit un des fameux tableaux statistiques qu'appréciait Vigée. Donc, on voit bien qu'il reprend la forme qu'il avait développée dans le cadre du recensement de 1825. Donc, on retrouve les professes, les postulantes, donc vraiment un portrait complet de la communauté au 31 décembre 1853, de la communauté de la congrégation Notre-Dame. Toujours dans le manuscrit de Vigée, il fait référence au tableau que Duncan a mis derrière la sœur de la congrégation et qui est un rappel des débuts de la communauté au milieu du 17e siècle. On voit ici le tableau en arrière de la religieuse qui fait, on voit de plus près le Mont-Royal et la première chapelle Notre-Dame de Bonsecours. Duncan a mis ce type de tableau dans quelques-unes des autres aquarelles. Je ne crois pas qu'il faut voir cela comme une des œuvres ayant existé, parce que c'est probablement pour montrer justement comment était Montréal à l'époque où la communauté religieuse vient s'installer sur le territoire. Cet album a aussi été classé Patrimoine culturel du Québec. Une des conséquences de la réalisation de cet album se retrouve dans cette lettre à son cousin, vous voyez, cher cousin, Denis Benjamin Vigée, et qui date de 1855. En effet, Vigée y annonce à son cousin que le pape Pie IX l'a fait chevalier commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. C'est dans le paragraphe que l'on voit à la fin. Mais tout en haut, la lettre fait référence à un événement important célébré par les Canadiens à cette époque, la visite du navire de guerre français, la Capricieuse, premier bateau de marine de France depuis la conquête à remonter le Saint-Laurent. Alors, Vigée écrit « La corvette française a levé l'ancre aujourd'hui vers 10 heures AM et est partie au bruit des canons. » On voit ici justement Vigée avec cette médaille de l'ordre de Saint-Grégoire-de-Grand. Ce portrait de James Duncan, rehaussé de couleurs, on le retrouve justement au Musée de la civilisation dans le fond du Séminaire de Québec. Ultramontain est proche de l'évêque de Montréal, Monseigneur Ignace Bourget. Jacques Vigée et d'autres, tels que Raphaël Bellemare, Joseph Hubald Baudry et Louis-François-Georges Baby, fondent la Société historique de Montréal le dimanche 11 avril 1858. Jacques Vigée en devient le premier président et comme il l'a fait pour la ville de Montréal en 1833, il donne ses armoiries à la Société ainsi que sa devise « Rien n'est beau que le vrai ». C'est le Vigée aux 1000 facettes qui est encore à l'œuvre, mais encore pour peu de temps. Vigée meurt le 12 décembre 1858 à l'âge de 71 ans. Ses funérailles ont lieu le 15. Il aurait souhaité être inhumé dans l'église Notre-Dame, où se trouvait déjà son épouse Marguerite. Mais ce n'était plus possible pour des raisons d'hygiène. Il le sera donc dans la crypte de l'église Notre-Dame-de-Grâce, œuvre de son successeur John Ostel, et dont la construction s'est terminée 5 ans auparavant. Cette église, dont la façade rappelle la première église Notre-Dame de Montréal, était une desserte de la paroisse mère Notre-Dame. On ne sait pas si c'est un choix de Vigée, car il est mort sans testament. Le maire de Montréal, Charles Séraphin Rodier, qui était celui qui l'avait proposé pour être maire de Montréal en juin 1833, et l'ex-maire Charles Wilson, qui, ce dernier, avait reçu en même temps que Vigée l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, de même que le supérieur des Jésuites, Félix Martin, et d'autres, ont signé l'acte de sépulture. On voit ici une belle image de l'église Notre-Dame-de-Grâce qui fait partie de la collection Pierre Monette. C'est une carte postale, très belle image de cette église Notre-Dame-de-Grâce où est inhumé Jacques Vigée.
En 1859, l'inventaire des biens est fait par le notaire Denis Benjamin Papineau. Denis Émery Papineau, fils de Denis Benjamin et donc cousin de Louis-Joseph. Dans cet extrait, on voit l'évaluation de sa bibliothèque, de ses manuscrits et dessins. Les 1236 volumes de sa bibliothèque sont évalués à un peu plus de 2000 $. Ce sont l'abbé Anthelme Hospice-Véraud, directeur de l'École normale Jacques-Cartier et successeur de Vigée à la présidence de la Société historique, et maître Raphaël Bellemare, président de la Société, qui en sont les évaluateurs. Ces documents se retrouvent dans le fonds de la famille Jacques Vigée à BNQ Vieux-Montréal. Mais il y a des bémols. Selon le notaire, la bibliothèque et les manuscrits pourraient être surévalués. C'est ce qu'il indique à la fin de son texte où il dit que les manuscrits et la bibliothèque sont peut-être trop évalués. Mais Vigée est surtout endetté envers ses belles-filles, les demoiselles Lennox. Il a un passif de 28 000 piastres envers elles. Véraud, Hospice Anthelme Véraud, va acheter la Saberdache, dont je vous parlerai ultérieurement, et Bellemare, l'album Vigée, Souvenirs canadiens, de même que l'album Duncan Vigée qu'on a vu précédemment. Un autre lot de documents est versé à la Société historique, probablement le recensement de 1825 et ses cahiers. Tous deux, Véraud et Bellemare, achètent ces documents-là de façon personnelle, car la Société n'est pas en mesure de les acquérir. Ils ont terminé de payer les demoiselles Lennox en 1863. 63, pardon. Un des derniers travaux faits par Vigée concerne la compilation et l'identification des documents sur l'esclavage. Le travail est complété par Sir Louis-Hippolyte Lafontaine, qui fut premier ministre sous le Canada uni. Cet ouvrage de 1859 est le premier à être publié par la Société historique de Montréal dans ses mémoires et documents. Comme on le voit dans l'extrait, on fait référence même au contexte américain qui mènera à la guerre de sécession l'année suivante. Vigée et Lafontaine veulent affirmer que l'esclavage a bel et bien existé au Canada, esclavage qui a été aboli, comme dans le reste des colonies britanniques, en 1833. À droite, on voit un extrait, c'est une compilation de tout ce qui s'est écrit, les documents officiels qu'on a retrouvés sur l'esclavage de la Nouvelle-France jusqu'à la fin, l'abolition de l'esclavage. Alors, on voit, par exemple, que le Parlement du Bas-Canada se réunit pour la première fois de son histoire en décembre 1792. Et en janvier 1793, le député Pierre-Louis Panet présente un projet de loi à l'Assemblée législative pour abolir l'esclavage, mais malheureusement, ce projet sera laissé sur table et aucun vote n'aura jamais lieu. Pour terminer, je vous propose un portrait rapide des lieux de conservation et des principales archives de Jacques Vigée et aussi la présentation de 3 œuvres. On voit ici, par exemple, que les principales institutions qui conservent les archives de Jacques Vigée sont les archives de la Ville de Montréal, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, archives de l'Université de Montréal, et la plus grosse masse de documents concernant Jacques Vigée est au Musée de la Civilisation, dans le fonds Vigée-Véraud, dans le fonds du Séminaire de Québec et dans la collection du Musée de la Civilisation, où on retrouve plusieurs objets ayant appartenu à Jacques Vigée. Ici, à BANQ, il y a à BANQ Vieux-Montréal le fonds Famille Vigée, le recensement de 1825, le fonds Famille Papineau et le fonds des Grands Voyers. Et aussi les imprimés que l'on retrouve à BANQ, Rosemont de la Petite Patrie, et la lettre concernant l'humour de Vigée, concernant le Lord Gosford, provenait de BANQ Québec. En 2014, 7 œuvres compilées par Vigée sont classées au patrimoine culturel du Québec. J'ai déjà mentionné le recensement de 1825 et l'album Duncan. En voici la liste. Je vous propose brièvement d'examiner les 2 Saberdaches que l'on retrouve au Musée de la Civilisation et l'album Souvenirs canadiens. Ma Saberdache, la bleue, comprend 13 volumes compilés par Jacques Vigée, mais aussi Marie-Marguerite Lacorne entre 1839 et 1840. Les 9 premiers volumes comprennent la transcription de la correspondance de Vigée entre 1807 et 1834, dont celle entre lui et son épouse. On y retrouve aussi des copies d'archives
et de manuscrits, des cartes et plans et des illustrations réalisées entre autres par William Berksy. Cette image est justement tirée du répertoire du patrimoine culturel du Québec. La Saberdache La Rouge comporte 30 volumes, aussi compilés par Jacques Vigée, de 1840 à 1853. Il comprend des copies et des annotations de documents historiques, des transcriptions, plusieurs aquarelles de James Duncan et autres documents. Comment les deux Saberdache, tout comme Panorama de Montréal et Néologie canadienne, qui ont été au répertoire culturel du patrimoine culturel, se sont-ils retrouvés au Musée de la civilisation? Au décès de l'abbé Véraud en 1901, sa sœur fut son héritière et déposa tous ses documents et ceux de Vigée au séminaire de Québec, alma mater de l'abbé. Les archives du séminaire du Québec ont été intégrées au Musée de la civilisation en 1995. Depuis 2007, ces archives, les archives du séminaire de Québec, sont inscrites au registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Je connais mieux l'album Vigée, Souvenirs canadiens, puisqu'il est arrivé aux archives de la Ville de Montréal en 2004, en provenance de la bibliothèque municipale, qui l'avait acheté, tout comme l'album Vigée-Duncan en 1943, des successeurs de Raphaël Bellemare, mort en 1906. Ce magnifique album est riche en œuvres de différents artistes de l'époque, Duncan, Berksy, Joseph Légaré ou Théophile Hamel. On y retrouve aussi de la poésie, des textes et des autographes. Un mémoire de maîtrise a même été réalisé en histoire de l'art il y a plusieurs années sur cet album. Finalement, cette belle aquarelle de Montréal par James Duncan, réalisée en 1833. Enfin, quelques références bibliographiques, dont l'ouvrage de Baudouin, un texte de Nathalie Hamel sur comment collectionner les monuments, la pratique antiquaire de Jacques Vigée, l'article que je vous ai mentionné présenté sur Lintot et Robert, le Dictionnaire biographique du Canada et un court article de Julie Roy sur Marie-Marguerite Lacorde. Je vous cite une vidéo, cette vidéo de 27 minutes par Bernard Andrès et Patricia Villemain-Andrès pour le défunt musée Stuart, où l'on retrouve de nombreux extraits de la correspondance entre Vigée, lue entre Vigée et Marguerite Lacorde durant la guerre de 1812. J'espère que j'ai pu vous montrer le personnage aux 1000 facettes qu'était Jacques Vigée. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas de suivre les activités du Festival d'Histoire de Montréal demain le 15 et dimanche le soir, le 16. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Mario. C'était vraiment fascinant. Un fascinant survol historique d'un personnage non moins fascinant. Jacques Vigée était peut-être laid, mais il a certainement marqué son époque. Soldat, je retiens planificateur urbain, directeur de recensement, maire de Montréal, cartographe, chercheur, collectionneur. C'est vraiment puis un homme curieux, assoiffé de connaissances sur la société montréalaise. Comme tu dis, je suis vraiment d'accord avec ton expression, un homme aux 1000 facettes, comme tu l'as dit. Et puis, on le voit vraiment par ton exploration. C'était vraiment exemplaire, là, ta présentation. Tu es allé chercher des traces du passage de Vigée un peu partout, à BANQ essentiellement, mais ailleurs aussi, à la Société historique de Montréal, au Musée de la civilisation à Québec, aux archives de la ville, évidemment. Donc, c'était vraiment fascinant. J'ai beaucoup apprécié ta présentation. Et en même temps, j'ai découvert, honte à moi, ce recensement de 1825 qui est si important pour connaître la société montréalaise. Donc, j'attends de voir des questions. En attendant, j'en avais une qui m'a été posée via mon compte Twitter il y a quelques jours, à savoir la relation entre ce recensement de 1825 qui était à la Société historique de Montréal, maintenant à BNQ, et les recensements officiels. Donc, je ne sais pas si tu as pu les examiner, les comparer, mais les recensements officiels, donc, je crois que c'est une de ces 4 versions qui est sur le site de Bibliothèque et Archives Canada, auquel on peut accéder, mais qui couvre l'ensemble du Bas-Canada. Je crois comprendre que c'est plus succinct, les informations
qui étaient disponibles dans ce recensement-là. Mais est-ce que c'est facile de faire la liaison? J'ai pas pu regarder ça en détail entre les données qui sont dans le recensement officiel et cette version qui appartenait à Jacques Vigée. Dans le fond, la seule différence qu'il y a entre les 5 versions, disons la version privée de Vigée et les autres versions qui ont été faites, c'est les tableaux statistiques ajoutés à la fin de chacune des paroisses et chacune des divisions de recensement. Donc, vous avez vu ces fameux tableaux que Vigée a compilés de façon minutieuse avec des chiffres ou auxquels il rajoutait des informations supplémentaires. Parce qu'on le sait, il y a des questions supplémentaires qu'il a rajoutées. Ce qui n'est pas le cas, parce que le recensement de 1825, c'est un recensement officiel de l'État, de la province. Donc, c'est le premier recensement. Mais évidemment, on est à l'époque de la pré-statistique. Et comme je l'ai mentionné, malheureusement, dans le reste du Bas-Canada, il semble bien que le recensement n'ait pas été fait de façon très, très studieuse, là, très, très rigoureuse, disons. Alors qu'à Vigée, et c'est ce que les députés vont souligner, c'est que Vigée et Guy ont fait un recensement impeccable au niveau. Et on connaît Vigée, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose de Vigée. Parce que Vigée est je ne dirais pas maniaque de détails, mais le souci du détail fait partie de sa personnalité, je pense. Et dans le fond, le recensement qu'on a à Bac, et il y en aurait un chez les Sulpiciens aussi, je ne sais pas s'il est encore disponible. Il y a une copie qui avait été envoyée à Londres. On ne sait malheureusement pas où est-ce qu'elle était. Et il y aurait, en tout cas, je ne sais pas les informations supplémentaires, il y aurait une copie qui aurait brûlé au moment de l'incendie de la Chambre d'Assemblée à Montréal en 1849. Donc, c'est un peu les... Mais sinon, le recensement est pareil, avec les mêmes noms de personnes. C'est sauf à la fin, les tableaux, ce qu'on appelle les tableaux Vigée. Hein, où on compile des informations. Comme vous avez vu, les hôteliers, les trucs comme ça. Vous n'avez pas ces informations parce que le recensement est très synthétisé. On a les noms des personnes, on a les noms des chefs de famille et on a les personnes réparties selon des groupes. Hein, par exemple, les personnes en dessous de 6 ans, les hommes mariés ou non mariés entre 25 et 45, les hommes mariés ou non mariés de plus de 60 ans, les femmes en dessous de 14 ans, les femmes mariées entre 14 et 45 et celles mariées ou non mariées au-dessus de 60. Donc, c'est vraiment ça, ces informations-là, qu'on retrouve dans le recensement officiel. Dans le privé, bien là, évidemment, il y a plus les informations, mais je dirais qu'il y en a encore plus dans les cahiers de compilation qui, malheureusement, n'ont pas été transmis. C'est ça, ils ne sont pas entièrement. Par exemple, on a le Faubourg Québec, on a quelques faubourgs, mais on n'a pas les paroisses. J'aurais bien aimé, par exemple, personnellement, avoir la paroisse de Longue-Pointe, avoir le cahier de compilation de la paroisse de Longue-Pointe pour savoir qu'est-ce qu'il y avait écrit sur mes ancêtres, par exemple. T'sais. Donc, mais ils ne se sont pas rendus jusque nous, à moins qu'on puisse les retrouver peut-être dans les archives du Musée de la Civilisation, mais je ne pense pas. Linteau et Robert, en 1976, ne font pas référence au cahier de compilation. Ils disent qu'ils sont aux archives de la Société historique, qui, à l'époque, était conservée à la Bibliothèque nationale, donc dans les années 70. Bon, merci pour les explications, Mario. Moi, j'étais vraiment fasciné de voir justement ces fameux tableaux statistiques où on voit tous les métiers qui étaient pratiqués, exercés à Montréal en 1825, rassemblés dans une ou deux pages, des fabricants de grelots, des gagne-petits, des libraires, des imprimeurs, donc tous ces métiers avec le nombre de personnes qui exercent ce métier-là, c'est vraiment fascinant. J'ai partagé le lien via la boîte de discussion. Là, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir. Ça, c'est très, très, très intéressant. Excuse-moi, Jean-François, mais on voit aussi que Vigée, c'est le détail que Vigée met. Il ne fait pas des regroupements, hein, des regroupements de professions. Il a tout mis ce qu'il y avait à mettre. Hein. Il y en a sur 2 pages. Là. Il y en a une centaine de professions et de métiers. Il a vraiment mis tout ce qu'il pouvait mettre pour avoir un portrait de ce qu'était Montréal en 1825. On les voit dans le détail. Aussi, l'âge des personnes également. Oui. C'est vraiment intéressant, effectivement, de voir des vieillards dans les 90 ans. Donc, c'est très, très intéressant. Il y a des questions qui sont rentrées dans la boîte de discussion. Une question
qui est à savoir, c'est quoi la proportion des écrits de Vigée qui ont été numérisés? Toi qui as fait donc la recherche de façon presque exhaustive, là, Bon, on t'a appuyé un peu avec ce qui n'était pas numérisé. oui. Je Hmm. dirais qu'à BAQ, il y a une bonne proportion de ce qu'il y a de Vigée qui a été numérisé. J'en ai fait faire numériser quelques-unes. Aux Archives de la Ville de Montréal, les deux albums, l'album Vigée, l'album Vigée Duncan, sont numérisés, sont disponibles en ligne. Mais les cahiers de compilation ne sont pas encore numérisés. J'ai demandé une numérisation spécifique pour la conférence. Et à Québec, sur le site, il y a beaucoup de documents numérisés sur le site du Musée de la Civilisation, mais les saberdaches, les 30 cahiers de la saberdache et les 13, de la rouge et de la bleue, ne sont pas malheureusement encore numérisés. Ah, ça ne saurait Sauf tarder, que, j'imagine. oui, mais sauf que il y a beaucoup d'informations dans les rapports de l'archiviste. Alors, si vous allez dans les rapports de l'archiviste, il y a beaucoup de correspondances qui a été retranscrite, parce que vous savez que c'est une grande collection de rapports de l'archiviste à partir de 1920, où, dans le fond, c'était des retranscriptions de documents, des descriptions de documents qui étaient conservés par les archives nationales et dans d'autres lieux. Et il y a eu un inventaire fait par Fernand Ouellet, si je ne me trompe pas, dans les années 50 et il y a peut-être quelques descriptions, quelques transcriptions qui ont été faites de la saberdache à gauche et à droite. D'accord, merci. Il y a une question concernant l'épouse de Jacques Vigée, Oui, donc la Corne de Saint-Luc, la personne c'est qui la pose la fille de la question. Corne de Saint-Luc, oui, c'est ça, effectivement. Son père Et était un fameux militaire. Il n'était pas jeune quand il l'a eu. D'ailleurs, c'est la fille unique de Marie-Marguerite de Boucherville et de la Corne de Saint-Luc. Donc, lui avait eu, je pense qu'il y avait eu d'autres enfants, mais il y avait une soixantaine d'années quand il a eu, cet enfant-là. Donc, et la question, on demande, est-ce qu'elle a fourni une dot importante lors du mariage? je n'ai pas consulté le mariage, mais ce qui est clair, c'est qu'elle a amené beaucoup d'argent dans le mariage, mais Vigée avait hérité de son père aussi. Il a été seigneur, Vigée aussi, d'un petit fief dans le secteur de Boucherville, donc un arrière-fief. Donc, il y avait un certain montant d'argent. Il n'était pas nécessairement pauvre, Vigée, au moment du mariage, mais évidemment, au fil des années, j'imagine que il s'est appauvri parce qu'on voit qu'il s'est vraiment endetté envers sa femme et envers ses belles-filles ultérieurement. Qui lui semble-t-il que ses belles-filles ne lui en ont pas voulu parce qu'elles ont demandé d'être enterrées auprès de lui à Notre-Dame-de-Grâce. Bon, tant mieux. Une autre question, Mario, pour toi. Vous avez dit qu'il n'avait pas participé aux événements de 1837, mais a-t-il pris position ou manifesté des opinions ou des commentaires sur ces événements? Non, parce que faut pas oublier que Vigée est l'inspecteur des chemins de Montréal à cette époque-là. Et l'inspecteur des chemins n'avait pas été nommé par le conseil municipal, il était nommé directement par le gouverneur. Donc, Lord Gosford, qui l'avait nommé, c'est Dalhousie probablement qui l'avait nommé avant, même peut-être un peu avant. Mais donc, c'était un nationaliste modéré et il ne croyait pas non plus à la rébellion armée. Et il a été beaucoup critiqué, surtout par Julie Papineau, qui lui en a voulu assez longtemps, Louis-Joseph et Amédée. Mais Amédée, dans ses mémoires, semble lui avoir pardonné parce que tout ce que Amédée écrit dans ses mémoires, il a connu surtout Vigée dans plus vieux, là aussi, c'est-à-dire qu'Amédée a fait ses mémoires alors que lui était vieux. Donc, quand on retourne dans le passé, peut-être qu'on embellit les choses. Il montre surtout un portrait assez sympathique de Vigée. Mais non, effectivement, Vigée n'a pas pris position et d'ailleurs, ça a créé un certain... Mais sauf que par rapport après la rébellion, il a été nommé commissaire pour les dommages qui ont été faits aux habitants lors de la rébellion par l'armée britannique. Donc, commissaire justement à ceux qui avaient perdu lors des pertes subies lors de la rébellion, ce rapport-là et la décision, le projet de loi qui est issu de ce rapport-là, qui a entraîné par les Tories l'incendie de l'Assemblée législative en 1849.
Moi, je l'avais vu qu'il était présent au banquet de la fondation de la Société C'est Jean-Baptiste, Saint-Jean-Baptiste, oui, c'est lui qui l'a présidé. exact, en 1834. C'est lui qui a Oui. présidé le congrès et on pense aussi qu'il a chanté parce que c'était un type qui chantait beaucoup. Et donc, bon, spécialiste de calembours, on n'a pas une liste de ses calembours, malheureusement, mais il était reconnu pour chanter. Chez lui aussi, c'était un lieu où les gens venaient. Sa femme et lui tenaient salon et Vigée chantonnait allègrement des chansons canadiennes, comme on disait à l'époque, devant ses invités. Et j'ai une autre question. Pourquoi Vigée n'a pas laissé de testament? Ça, c'est une excellente question. D'ailleurs, tout le monde a été étonné par ça. Lui qui est si minutieux, qui était vraiment pointu sur les choses, n'a pas laissé de testament. Et c'est une remarque que fait Amédée Papineau aussi dans ses mémoires, qui ne comprend pas. Il semblerait que quand ils ont dit ça à la famille, que Vigée n'avait pas laissé de testament, la plupart des gens étaient ébahis. C'est ce que rapportent René Blanchette et Léo Baudouin dans leur biographie de Jacques Vigée. Assez étonnant, effectivement, comme peut-être savait-il qu'il était très endetté, donc il ne voulait pas savoir, là, mais c'est quand même curieux qu'il n'ait pas pensé faire un type aussi organisé, aussi minutieux que Vigée, qu'il n'ait pas pensé à faire. Alors, les cordonniers sont parfois mal chaussés pour eux-mêmes. Merci. Donc, ça fait le tour des questions que nous avons reçues. Il restait une dernière, à savoir si la présentation est enregistrée. Je confirme que oui. Et nous allons la diffuser là, dans les prochaines semaines en ligne. Surveillez le calendrier de BNQ. Vous allez pouvoir retrouver cette conférence que nous allons laisser en ligne quelques mois sur le portail de BNQ. Alors, je te remercie encore une fois, Mario, pour cette très belle présentation exhaustive, très instructive. Et merci à vous de m'avoir accueilli. Ça me fait plaisir et je remercie également toutes les personnes qui étaient ici pour écouter Mario Robert. Donc, à une prochaine pour les prochaines conférences. Je les annonce tout de suite. Vous allez avoir les liens qui vont être diffusés sous peu. Donc, une conférence sur Égidius Fauteux, donc un érudit de son époque, par Céline Gendron. Ça sera le 27 mai. Ensuite, une présentation sur Gilles Hocker et les origines des archives nationales par une collègue, Marthe Léger. Donc, ce sera le 17 juin. Ensuite, Jean-Louis Roy, donc, qui a fait sa thèse de doctorat sur Édouard Raymond Fabre, viendra nous le présenter en septembre pour la rentrée, le 9 septembre. Vous aurez une présentation également sur le tourisme au Québec le 23 septembre. Le 28 octobre, on est proche de l'Halloween, donc une présentation sur les monstres et autres créatures dans les collections de BNQ. Enfin, une présentation le 18 novembre sur la flore au Québec et sur les ornements dans les cartes anciennes le 9 décembre. Alors, merci à tous et à la prochaine. Au revoir.